Bonjour à tous. Donc nous passons tout de suite à notre prochaine table ronde. Donc dans le numérique plus qu'ailleurs, la femme et l'avenir de l'homme. J'invite nos invités à monter sur scène, s'il vous plaît. Bienvenue. Tout le monde est installé, ça va ? On commence. Alors, vous le constatez tous dans vos entreprises, le numérique peine à attirer les femmes, et ceci, on peut dire, depuis à peu près toujours. Et aujourd'hui, bien évidemment, avec la transformation numérique, la transformation digitale, le sujet revient sur le devant de la scène, puisque le digital s'immisce partout, dans les moindres recoins de l'économie. Donc, bien évidemment, c'est une problématique qui se repose de façon plus criante. Alors, existe-t-il des solutions pour évoluer vers plus de mixité au sein des équipes IT, des départements numériques, des DSI? C'est la question que je vais poser à nos invités. Alors, autour de la table, nous accueillons plusieurs invités de marque. Donc, à ma gauche, Viviane Chen-Ribeiro. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de Talentia Software, donc, qui est un éditeur intégrateur de logiciels de gestion d'entreprise. Et vous êtes la première femme à avoir été élue à la présidence de la fédération Syntec. Donc bien évidemment, à ce titre-là, votre témoignage sur cette table ronde sera très précieux. À côté de vous, Emmanuelle Larocque. Bonjour. Vous êtes directrice et fondatrice de Social Builder. Alors, c'est une start-up que vous qualifiez de start-up sociale. Et qui a pour mission justement d'accompagner les femmes qui souhaitent se reconvertir dans le numérique. Donc, on va avoir l'occasion d'en parler, bien sûr. À côté de vous, Joël Courtois. Bonjour. Bonjour Joël Courtois. Vous êtes directeur de l'école d'ingénieurs informatiques EPITA, une école qui compte 2200 étudiants. Avec un campus historique sur Paris et récemment 4 nouvelles implantations ouvertes en région. Juste à côté de vous, Amal Benichou. Donc c'est vous, je vais vous donner la parole tout à l'heure pour nous faire une petite présentation introductive. Vous êtes senior manager chez Accenture. Et Régis Delaya. Bonjour. Donc vous êtes vous êtes conseiller du président de SCORE sur les sujets numériques et non pas Chief Digital Officer, pardon. Mais autour de cette table, vous vous exprimerez au titre de vice-président du CIGREF. Donc le CIGREF, je le rappelle, c'est un club informatique. Maintenant, on dit numérique, donc club numérique des grandes entreprises françaises, c'est comme ça que vous vous définissez, et vous avez lancé au sein de cette association une vaste initiative visant à promouvoir la mixité dans les métiers du numérique, d'où bien évidemment votre présence ici, et vous allez nous en parler. Mais Amal Benichou, donc comme je le disais tout de suite, je vais vous donner la parole pour nous faire pour lancer en fait cette table ronde, pour lancer le débat, puisque chez Accenture vous avez mené toute une démarche autour de l'égalité homme-femme. C'est ce que vous appelez le programme Equal. Donc vous allez je vous donne la parole pour nous détailler ça en introduction. Merci. Merci, bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse de participer donc à cette table ronde et particulièrement sur ce sujet-là. Donc effectivement, chez Accenture, alors, ce sujet-là, on avait un réseau qui s'appelait Accenturel qu'on a lancé il y a une quinzaine d'années. Et il y a un an, on a lancé donc, le programme Equals, donc au sujet donc, diversité. Tout à l'heure, on discutait d'ailleurs sur le terme, est-ce qu'on parle de mixité, diversité ou égalité homme-femme, surtout sur le sujet des compétences numériques. Et donc, c'est un programme qui à la fois apporte des engagements internes et externes,
via notre président, donc Christian Libourel, et des engagements qui sont portés aussi par les collaborateurs et qui sont chiffrés, et qui a aussi un deuxième objectif qui est important et qu'on va certainement débattre autour de la table, qui est d'influer aussi sur l'écosystème, parce qu'aujourd'hui on parle d'actions concrètes au sein de l'entreprise, mais il y a des actions aussi en amont, donc dans les écoles, pour avoir aussi ce vivier de talents dans les métiers du numérique. Donc avant de vous présenter ce programme brièvement, je vous propose de lancer une vidéo qui est le manifeste d'Equals Accenture. Je ne veux pas d'un monde dans lequel une moitié de l'humanité est traitée différemment de l'autre. Et où le simple fait d'appartenir à la mauvaise moitié m'imposerait les mêmes devors sans me faire bénéficier des mêmes droits. Je ne veux pas un monde où à compétences égales, je n'aurai pas les mêmes avantages que mon homologue. Je ne veux pas un monde où mon talent, mes compétences et mon ambition compteraient moins que mon sexe. Je ne veux pas un monde où pour réussir en tant que femme, il me faudrait être un homme comme les autres. Je veux un monde où l'humain vient toujours avant le genre. Un monde dans lequel on me donne les moyens de me réaliser, de m'accomplir. Je veux un monde où je peux rencontrer, échanger et faire évoluer les mentalités. Je veux un monde qui saura m'accompagner à chacune des étapes importantes de ma vie. Et dans lequel je pourrai concilier ma famille et ma carrière. Je veux un monde dans lequel, parce que chacun sait se mettre à la place de l'autre, tout devient possible. Pour tous. Pour tous. Pour tous. Je suis une femme d'aujourd'hui. Je suis un homme aussi. Et je veux avancer dans un monde où le je passe forcément par le nous. Ce monde-là n'est pas un rêve. C'est le mien, tous les jours. Ce monde-là me permet d'innover, où que je sois, et d'explorer l'intelligence artificielle, sans jamais oublier l'intelligence émotionnelle. Je maîtrise des nouvelles technologies, dont la finalité est toujours le progrès humain. Et le progrès humain ne doit pas arriver demain, mais dès maintenant. Je suis un homme. Je suis une femme. Et nous travaillons chez Accenture. Accenture agit concrètement afin que nous puissions avancer. Ensemble. 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 Égal à égal. Donc pour revenir à ce manifeste et donc au programme Equals, donc concrètement le programme Equals c'est 9 engagements. Alors je ne sais pas si on peut passer les slides. Donc déjà Accenture. C'est comme ça. Voilà. Donc dans un contexte mondial où nous sommes dans 435 000 personnes, 120 pays, donc la diversité est présente. Et donc, mais on a vu quand même que pour qu'il y ait des actions concrètes, donc il y a une vigilance à avoir au sein de l'entreprise. Donc le premier engagement qui est l'engagement du recrutement. Donc, à horizon 2020, c'est d'avoir 50% de femmes et hommes, sachant que chez Accenture, on a à la fois des jeunes diplômés issus d'écoles d'ingénieurs et d'écoles de commerce. Donc aujourd'hui, on est à un peu plus de 39% de recrutement des femmes chez Accenture, donc à horizon 2020, donc ça va être 20%. Le deuxième, c'est d'avoir à horizon 2020, donc 50% des femmes au niveau du COMEX, donc du Comité Exécutif France. Donc aujourd'hui, on est à 38% au COMEX. Et donc il y a eu déjà depuis l'année dernière donc des changements dans ce sens-là. Alors le troisième, c'est ce qu'on appelle le promotion gap. C'est aussi s'assurer dans les cycles de promotion qu'on a bien un pipe de femmes et en tout cas qu'on prépare aussi nos femmes à des positions de leadership. Et le quatrième, donc là, c'est un engagement qui est déjà en place. Donc depuis 2013, il n'y a plus donc à compétences et expérience égales. Aujourd'hui, on a donc le même salaire entre hommes et femmes. Et le cinquième, donc c'est le télétravail. Donc depuis 2010, tous les collaborateurs Accenture peuvent avoir donc 3 jours de télétravail dans leur contrat. Et là, sur ce sujet-là, on parlera tout à l'heure de l'écosystème. Donc c'est vrai que c'est un engagement qu'on a mis en place. Après, comme on est aussi une société de service, un cabinet de conseil au service de nos clients, donc ça dépend aussi des engagements qui sont pris par ailleurs. Le sixième, c'est tout ce qui est formation. Alors là, c'est comment aussi accompagner
nos femmes pour accéder à des postes de responsabilité, pour aussi demander leur promotion, parce qu'on voit aussi qu'il y a des différences. Alors on parle aujourd'hui de marketing de soi, d'aller demander tout simplement une promotion quand on est une femme dans une entreprise. Le septième, alors les stéréotypes, alors peut-être que quelques-uns ont eu l'occasion de tester ce qu'on appelle le gender swap. Donc là, on a mis une innovation. Alors c'est de la réalité virtuelle. C'est un serious game où notre leadership peut tester. D'ailleurs, juste avant les réunions, alors soit de promotion pour percevoir qu'il y a, enfin aujourd'hui en tout cas, il y a encore des stéréotypes qui sont présents dans l'entreprise et qu'on entend encore. Et en fait, on parle. Alors, c'est peut-être transformer un regard qui est inconscient, parce qu'on entend encore une femme qui a de l'empathie, qui a de l'écoute, elle manque de leadership. Donc, il y a aussi, c'est un sujet qui c'est pour ça qu'on a mis en place donc ce serious game pour vraiment acculturer aussi et essayer d'abandonner ces stéréotypes. Et le dernier, c'est le sujet des réseaux. Donc c'est aussi de s'insérer et de participer à des initiatives externes et d'être dans des réseaux qui traitent de ce sujet-là. C'est vraiment très très intéressant, et c'est vrai que c'est une aventure que la presse suit depuis longtemps chez Accenture, cet engagement que vous menez depuis de très longues années. C'est vraiment un beau témoignage. Alors pour commencer cette table ronde, je voulais débuter avec vous, Emmanuelle Larocque, puisque vous avez fait de la cause des femmes dans le numérique un peu votre vocation. Question vraiment simple. Pourquoi défendre cette idée finalement ? En tant que chef d'entreprise, moi je pourrais me dire aujourd'hui, les applications marchent, les systèmes tournent. Donc pourquoi s'engager dans ce sens-là ? Vous m'entendez ? Oui. Parce que ça pourrait ne pas tourner aussi longtemps qu'on le pense. Je ne vais pas donner tous les chiffres, parce que je pense qu'ils vont être repris par ailleurs, et peut-être que vous les avez déjà entendus dans des tables rondes précédentes. Mais aujourd'hui, quand on parle de la place des femmes dans l'économie numérique, on plafonne à 27% sur, on va dire, tous les métiers ou dans les entreprises numériques pour les femmes. Et après, quand on parle des femmes dans les filières techniques, de l'informatique, on est autour entre 10 et 15%. Bon, ça dépend quel chiffre on regarde. Donc, il y a des enjeux réels, je dirais déjà, de compétitivité. C'est-à-dire comment on va donner aux femmes les moyens demain d'évoluer dans une économie où potentiellement elles n'auront pas toutes les compétences. Il y a un enjeu de compétitivité pour les entreprises, c'est-à-dire que quand on est sur des logiques de je cherche des talents qui vont être capables d'accompagner la transformation de mon organisation ou justement d'être dans de l'innovation de rupture, comment je vais identifier les meilleures personnes pour le faire. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 60% des diplômés du supérieur sont des femmes. Pourquoi se priver de cette, on va dire, de cette manne de compétences ? Ce serait peu rationnel. Donc c'est un vrai enjeu. Et puis donc forcément, j'ai envie de dire aussi un enjeu de croissance, parce que bien sûr les femmes aujourd'hui créent des entreprises. On n'est pas loin des 40%, donc on est en train de relever un beau défi et qu'on a relevé en peu de temps. Maintenant, quand on regarde, est-ce qu'elles créent dans les nouvelles technologies ? Est-ce qu'elles vont créer dans les univers où justement on investit de l'argent ? En fait, on est à peu près à 10-15% de femmes qui sont fondatrices ou cofondatrices de, on va dire, start-up. Donc ça, c'est la partie un peu moins glorieuse, c'est-à-dire on n'arrive pas aujourd'hui à réenchanter le lien entre la technologie ou en tout cas les usages de la technologie et la construction du monde de demain et faire en sorte que les femmes s'y sentent pleinement à l'aise. Et contrairement à ce qu'on pense, ça n'a pas toujours été comme ça.
Jusqu'aux années 80, on avait à peu près la même croissance, le même pourcentage de femmes qui allaient dans les filières informatiques que d'hommes. Et puis avec l'arrivée des jeux vidéo, de la micro-informatique, du coup il y a eu une espèce d'attachement inconditionnel entre l'univers des ordinateurs et des hommes, tout ça par un marketing bien orchestré mais pas tout à fait inclusif, et qui a découragé les femmes d'aller vers ces filières porteuses d'avenir. Voilà. Donc il y a vraiment un enjeu de compétitivité pour la France, pour nos entreprises. Merci. Alors Régis Delaya, problème nouveau, problème pas nouveau, vous qui êtes un observateur aussi greffe depuis de très nombreuses années de cette tendance, comment vous l'analysez, comment vous l'avez vu évoluer ? Problème nouveau, non, puisque comme le disait Emmanuel, on vit ça au quotidien depuis des années. Dans le contexte de nos DSI des grands groupes du SIGREF, 147 grandes entreprises, pour la plupart globales, on a 20% de femmes dans nos DSI. Et on sait que la situation se dégrade encore. Donc c'est vraiment un combat, enfin déjà un constat qu'on a fait depuis des années et un combat qu'on essaie de mener. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à inverser la tendance et c'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble. Il faut bien voir qu'il n'y a vraiment aucune raison qu'il n'y ait pas de femmes, pour qu'il n'y ait pas de femmes dans l'informatique ou dans le numérique. C'est pas un métier d'homme. D'ailleurs, il y a des tas de métiers dans les systèmes d'information et dans le numérique. Encore faut-il les connaître, et c'est loin d'être le cas aujourd'hui pour l'ensemble de ces métiers. Encore faut-il aussi faire sauter un certain nombre de verrous et d'idées reçues, de clichés. L'image du geek vissée à son écran sans dimension relationnelle et humaine, tout ça ne favorise pas. Tout ça ne favorise pas justement sur la question des moyens. On va en parler, mais Joël Courtois, je voulais vous poser la question. Pourquoi finalement là, on est ici ? Pourquoi ça revient sur le devant de la scène aujourd'hui ? Ça ne revient pas assez sur le devant de la scène. C'est sur le devant de la scène, mais depuis des années. Ce combat, nous le menons avec une constance sans faille et des résultats de plus en plus mauvais. On ne peut pas dire autre chose. Nous avons eu une lueur d'espoir il y a 2 ans où notre recrutement avait eu une pointe incroyable à 12% de filles. Et puis, dès l'année suivante, il est retombé aux alentours de 8%. Et nous sommes dans cette constance des 6, 7, 8% de recrutement de jeunes femmes. Or, le message que nous portons auprès de toutes nos promotions, et donc aussi des jeunes garçons majoritaires, et l'on retombe tout à fait sur le titre de cette table ronde, c'est que la présence des femmes dans le numérique est à mon sens une question même de survie de ce développement du numérique, et que la mission de tout un chacun, y compris ces jeunes garçons, est d'amener des jeunes filles vers ces métiers, sans quoi la société bâtie par une moitié de l'humanité ne conviendra pas à l'ensemble. On bâtit un nouveau monde, on ne peut pas le faire sans les femmes. On ne peut pas bâtir un nouveau monde sans les femmes. Voilà, je crois que c'est le message que chacun doit porter. Et on aura l'occasion d'y revenir. Il y a des actions. Tout à fait. On va y revenir sur la deuxième partie de la table. Alors Viviane Chen-Ribeiro, vous, à la Fédération Syntec, vous suivez effectivement notamment la partie législative du débat. Est-ce qu'à un moment donné, les entreprises ne seront pas finalement contraintes d'y aller ? Écoutez, si, elles vont être contraintes d'y aller, puisque de toute façon, il y a une loi égalité qui va intervenir et qui va agir sur les différences salariales, qui va déjà est un petit peu compliqué à mettre en place, même si on parle d'un logiciel qui, paraît-il, viendrait de Suisse pour être installé et mesurer l'égalité salariale. Je ne sais pas si les entreprises seront en mesure de le faire. En tout cas, ça devrait être une préoccupation des chefs d'entreprise, parce qu'arriver à une égalité salariale, déjà, avant d'arriver à une parité, c'est un chemin qui est long. On
ne peut pas avoir des coûts d'un seul coup qui enflent. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut programmer, moi, que j'ai fait dans mon entreprise. Et on est 430 en tout, mais on est 290 en France. Et sur la totalité, j'essaye d'avoir, non pas la parité, parce qu'on n'est pas capable de trouver dans les embauches toutes les femmes qu'il nous faut, mais au moins l'égalité salariale, et c'est quelque chose sur le long terme qu'il faut. Alors, je rejoins mes collègues en disant, alors Joël Courtois, avec qui Femmes du numérique a fait et continue à faire beaucoup de modulations et les trophées. On va en parler. Je rejoins aussi Social Builder, puisque j'ai eu l'occasion de les voir à leur tout début. Et donc, je rejoins sur le fait que c'est un problème essentiel pour l'économie. Il y a une étude de Roland Berger qui, d'abord, sur la première chose, il n'y a pas que les métiers que la Fédération Syntec représente, c'est-à-dire les métiers du numérique. Le digital et la digitalisation des entreprises concernent tous les métiers. Tous les métiers. Donc, toutes les entreprises sont concernées et on passe dans un mode, on est en train de passer d'un mode d'utilisation de l'informatique à un mode d'usage. Un mode d'usage. Et dans le mode d'usage, je pense que les qualités féminines sont absolument requises pour arriver à effectivement ce qui va être développé et ce qui vont devenir les usages correspondent à la moitié de la population quand même. Sans compter la dimension marketing. Sans compter la dimension marketing. Et je pense que toutes ces ruptures de business, tous ces nouveaux modèles d'affaires qui apparaissent offrent un nombre de métiers qui correspondent à des qualités qu'on dit plus féminines, mais finalement, est-ce qu'elles sont plus féminines? J'aime bien le film d'Accenture, parce qu'est-ce qu'elles sont plus féminines, plus masculines? Finalement, on a des... Bon, même s'il y a des sensibilités, nous avons la possibilité d'avoir des compétences équivalentes. Et je pense qu'il serait dommage aujourd'hui, et c'est ce qu'on constate, que des jeunes filles, des femmes se refusent tout simplement à elles-mêmes l'ouverture des possibles parce qu'il y a des stéréotypes à faire tomber et c'est ce qu'on s'attache à faire. Alors, vous êtes aussi chef d'entreprise, Viviane Chen-Ribeiro. D'un point de vue purement indicateur financier, indicateur de rentabilité, est-ce qu'on a des études qui montrent justement qu'une équipe mixte, ou en tout cas plus mixte, a de meilleurs résultats ? Oui, il y en a une qui est célèbre, qui date de 2013, qui est l'étude de McKinsey, et qui a démontré, là je vais peut-être faire hurler certains messieurs dans la salle, mais que des sociétés, des PME dirigées par des femmes sont plus profitables. Voilà, c'était statistique. Et ensuite, qui démontre aussi que quand il y a au moins 3 femmes dans un conseil d'administration, là aussi, l'entreprise a une meilleure perception de son marché et une meilleure, je dirais, capacité organisationnelle. Alors ça a été démontré par McKinsey. Moi, j'ai une théorie qui dit que peut-être que quand il y aura autant de femmes que d'hommes, on arrivera à la même moyenne. Mais finalement, comme aujourd'hui, ce sont celles qui arrivent à vaincre les obstacles et donc la plupart du temps, elles sont surqualifiées ou peut-être surdimensionnées pour les postes, parce que faut reconnaître que c'est plus dur. Donc, je pense que c'est de ce fait qu'on a ce résultat statistique. Mais pour l'instant, il est avéré statistiquement que les PME dirigées par les femmes sont plus profitables que celles dirigées par les hommes. C'est un fait. Alors,
revenons au cœur, j'allais dire, au cœur de l'origine du débat, hein, c'est-à-dire la capacité finalement de la société à attirer les femmes dans les écoles d'ingénieurs informatiques, hein, puisque finalement le point de départ, c'est peut-être là, hein, c'est essayer de générer des vocations. Alors, Joël Courtois, déjà, est-ce qu'on a une idée des chiffres aujourd'hui, école d'ingénieurs informatiques, quelle est la part déjà d'étudiantes? Replaçons déjà au niveau des chiffres. Au niveau global des écoles d'ingénieurs, on tourne aux alentours de 26, 27, 28% de femmes. Globalement, toutes écoles d'ingénieurs confondues. D'accord. Plus on va vers le numérique, moins on en trouve. Et on est en dessous de 10%. En dessous de 10%. En dessous de 10%, oui. Dans les écoles vraiment taguées informatiques. Il est certain que dès que vous avez une école plus généraliste avec diverses composantes, le chiffre apparaît moins fort. Mais dès qu'on est vraiment ciblé informatique, on est en dessous de 10%. Et la réponse ne se trouve certainement pas dans les actions que l'on peut faire au niveau des lycées. Je suis convaincu du fait que les choix sont faits bien avant le lycée, peut-être même avant le collège. Alors peut-être avant j'allais dire d'essayer de creuser les solutions, juste, est-ce que vous pouvez nous rappeler, vous, ce que vous avez déjà tenté ? Parce que vous avez tenté un certain nombre de choses. Oula. Alors, il y a des associations déjà de jeunes femmes dans l'école qui se regroupent, qui font des actions de sensibilisation dans les lycées, dans les collèges. Nous avons des accueils personnalisés sur les salons, dans les journées portes ouvertes, de façon à ce que les jeunes filles soient accueillies par d'autres jeunes filles, de façon à leur montrer le fait qu'il est tout à fait possible d'être une femme dans une école d'ingénieurs et en particulier dans le numérique. Nous avions créé il y a plus de 15 ans le trophée Excellencia que nous avons repris avec le Syntec numérique et les femmes du numérique, de façon à donner une visibilité à ces métiers, à offrir des scolarités chaque année à des jeunes filles, non pas pour le fait de leur offrir leur scolarité, mais pour faire un buzz autour de l'événement. Et là, je l'évoquais malheureusement tout à l'heure, hein, la constance de ces actions n'a d'égal que l'absence de résultats. D'accord. Et alors, Régis Delaya, vous aussi, c'est aussi grève, c'est pas nouveau, on le disait tout à l'heure, vous travaillez déjà sur la question depuis de nombreuses années. Et donc là, en revanche, l'année dernière, vous avez décidé, j'allais dire, de passer au niveau supérieur. Oui, alors, je pense qu'il faut d'abord relever l'ensemble de ces associations, l'ensemble de ces actions qui ont été menées dans les écoles, dans les entreprises pour essayer de changer la donne depuis des années. Je pense que vraiment, il faut saluer ces efforts. Comme je disais tout à l'heure, force est de constater qu'on n'y est pas arrivé pour l'instant et qu'il faut passer à autre chose. Et on a un vrai besoin de passage à l'échelle. C'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc on a besoin de mobiliser l'ensemble de nos forces de manière coordonnée pour engager des actions d'envergure dans la durée et avoir plus de visibilité à grande échelle. On parlait des écoles, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est trop tard d'intervenir au lycée, au collège. Il faut intervenir dès la primaire. Donc ça fait partie des actions qu'on veut engager. Ça demande des moyens, bien sûr, et on veut utiliser la présence de nos entreprises aussi pour démultiplier ces actions. Mais on veut aussi mener des actions grand public. Des actions grand public qui toucheront monsieur tout le monde par des campagnes d'affichage, par des spots TV aux heures de grande écoute, par des spots qui passeront sur les réseaux sociaux et qui nous permettront, encore une fois, de passer à l'échelle. C'est ce dont on a vraiment besoin aujourd'hui. Donc on a effectivement, et avec Syntec numérique, avec Social Builder, avec un certain nombre d'autres associations, il y en a 30 aujourd'hui qui sont engagées. 30 associations. 30 associations qui sont engagées dans ce collectif qu'on a créé. Et vous avez défini déjà un certain nombre d'actions prioritaires. On a identifié un certain nombre d'actions sur l'ensemble de ces cibles que j'ai commencé à évoquer, le grand public, l'éducation dès le plus jeune âge, les entreprises également. On a également, alors pour mener et coordonner toutes ces actions, on est en train de créer une fondation. Une fondation qui s'appellera, parce qu'elle n'est pas encore créée, mais qui s'appelle Femmes Numérique. On déposera une marque, on créera toute une batterie de communication autour de cette initiative qui, encore une fois, collectera les fonds et coordonnera, décidera des actions qu'on engagera avec les moyens qu'on aura et avec les réseaux qu'on saura mobiliser pour enfin réussir à changer la donne. Joël Courtois, je vous redonne la parole parce que c'est vrai que c'est
là, on est en plein dans le débat, j'allais dire. Voilà, tout à fait. On est d'accord. Comment, effectivement, changer les états d'esprit, comment faire Il faut changer l'échelle. Il faut déjà changer la vision du numérique dans les écoles. Le numérique ne doit plus faire peur. C'est-à-dire qu'il y a un énorme travail à faire, puisque dans les écoles primaires, les sciences ne sont pas la matière préférée des maîtres des écoles. Le nombre d'ingénieurs qui ont décidé de devenir maîtres des écoles est quand même extrêmement réduit. Donc vous allez trouver principalement des personnes qui ont des formations littéraires à ce niveau-là et qui ont une certaine appréhension vis-à-vis de la technologie. Donc dans ces premières années, c'est certainement pas quelque chose de favorable. Donc il ne faut pas non plus compter sur cette population de maîtres des écoles pourtant dévoués à son métier mais qui n'a pas cette sensibilité. Il ne faut pas lui demander de développer les outils et les moyens de le faire. Il va falloir leur proposer, leur fournir les outils. Il faut changer l'image, comme c'était évoqué à l'instant, dans les médias. Je repense à une grande série télévisée française, dont je ne dirai pas le nom, mais où le juge est une femme, où il y a quelques épisodes de cela. Eh bien, le suspect interpellé, le juge lui disait il faudra aussi interroger toutes ces relations. Et le policier lui disait mais c'est un informaticien. Et le juge répondait oui, mais il faudra quand même interroger ses relations. Non, mais vous n'avez pas dû comprendre. C'est un informaticien, donc ce seul ami, c'est sa souris. Et c'est certain qu'avec ce genre d'image sur une série moderne récente, ne va certainement pas amener les jeunes filles à se projeter dans ce genre de modèle. Et je crois que c'est dans l'une des études là, du SIGREF où l'on faisait remarquer que les jeunes garçons se projettent beaucoup plus facilement vers des objets. Ils ont envie de monter dans un avion, une voiture de course ou un camion, alors que les jeunes femmes se projettent beaucoup plus facilement sur des modèles humains. Et que leur proposer des modèles humains, leur proposer des modèles de femmes qui ont réussi dans le numérique, qui ont des vies, des carrières, et pouvoir s'identifier à elles, sera certainement un vecteur fort pour amener les jeunes filles vers ces métiers. Donc ce que nous pouvons faire à notre échelle purement d'école, nous le faisons, nous faisons de la formation, de la sensibilisation, mais il faut changer réellement d'échelle. Et je crois que là, cette action est essentielle pour changer l'image, changer la présence du numérique dans l'école, changer les messages diffusés dans les médias. Il faut que l'exemple que je donnais sur cette série soit aussi ringard que de faire une série où on dirait la femme est à la maison en train de faire la vaisselle et l'homme va chercher son gagne-pain. On trouverait ça scandaleux, ringard de mettre ça. Eh bien, il faut que ça arrive exactement dans ce même type de référentiel. Tout à fait. Alors après, c'est vrai qu'à Malbénichou, on peut aussi partir des nouveaux métiers qui sont susceptibles, eux, de se féminiser plus facilement que les anciens. On peut évoquer les data scientists qui peuvent peut-être attirer plus les femmes ou ce type de profil, non ? Oui, c'est vrai que aujourd'hui, alors il y a quelques métiers du numérique qui commencent à attirer les femmes. Alors on parle de data marketing, data scientist, ça commence, tout ce qui est influenceur web, etc. Mais ça n'enlève pas quand même la question que ça doit être généralisé à tous les métiers du numérique. Tout à l'heure, on parlait de... il y a un changement de paradigme, on parle d'une rotation vers les usages. Et si on veut vraiment comprendre les nouveaux usages et les nouveaux modes de consommation, on ne peut pas se priver de la moitié de l'humanité. Donc les deux sont liés. Tout à fait. Viviane Chen-Ribeiro, avec le Syntec, vous aussi, vous avez quand même lancé une vaste initiative, la route du numérique au féminin. C'est quand même quelque chose aussi ça que vous portez depuis ça a été, depuis longtemps. Tout simplement parce que j'ai été la première femme élue au sein du conseil de Syntec numérique avant d'être élue à la fédération. Donc déjà là, j'ai été la première femme élue au sein du conseil de Syntec numérique et donc je crois qu'on a dû culminer à 5 ou 6 femmes dans le conseil sur 30. Donc ça a dû être à un moment donné le point le plus important. Et on a donc créé avec l'aide de Guy Mamoumani qui en était le président à cette époque, on a créé Femmes du numérique et effectivement, et donc on s'est aperçu de ce chiffre de 27% de femmes et finalement une fois qu'elles y étaient, elles représentaient 27% des promotions. Donc on s'est dit
Ok, donc le problème est avant, et on a donc créé la route du numérique au féminin, mais on a fait exactement ce qui vient d'être décrit, c'est-à-dire que l'on a pris des rôles modèles, on a pris des jeunes femmes qui expliquaient effectivement combien leur métier était valorisant, diversifié, que c'était pas un métier de geek, etc. Et on est allé dans les classes de 3e, de seconde, de première, pour essayer de persuader les jeunes filles. Et je pense que c'est exactement ce qui vient d'être dit, donc je ne vais pas le répéter. Il faut agir beaucoup plus tôt et de façon beaucoup plus massive, parce que, bien qu'ayant fait tout ça, on en est toujours au même point, si ce n'est en recul. Alors, petite nuance quand même, les femmes qui s'orientent vers des carrières du numérique, et notamment on en voit de plus en plus qui veulent ou créer leur entreprise ou avoir des statuts d'indépendants. Donc, encore une fois, l'usage du numérique, il n'y a pas que le numérique, il y a l'usage du numérique. Donc, beaucoup de start-up ont leurs femmes, et là on va tomber sur d'autres travers féminins qui sont leur... quand elles ont besoin de 500 000, elles disent donnez-moi 300 000 et puis je vais me débrouiller avec ça, et alors qu'un homme demandera 1 million quand il a besoin de 500 000. Donc ça, c'est la petite différence. Habitué à gérer probablement les deniers du ménage, ça doit être ça. En tout cas, il faut que nous-mêmes, si vous voulez, il faut que les femmes arrêtent. Il faut juste encore une fois, le domaine des possibles est là, il est devant elle, et voilà, moi je n'ai de cesse d'essayer de faire passer ce message, mais je suis d'accord avec ces messieurs, il faut le faire passer beaucoup plus globalement. Emmanuel Larocque, donc chez Social Builder, donc vous êtes membre du collectif Femmes Numérique, hein, comme l'a dit Régis Delaya. Mais sur cette question donc assez clé, centrale de la motivation, vous avez déjà pas mal travaillé. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites, comment vous motivez les femmes, vous proposez tout un panel de formations pour les accompagner dans leur transition vers des métiers numériques, mais au départ, quels outils avez-vous mis en place pour justement générer cette motivation ? Comment vous faites ? D'accord. Je vais vous donner les clés, comme ça quand vous sortez. Non, mais je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Régis. C'est vrai qu'on est au temps de la scalabilité, on est au temps de la démultiplication. Et ça, c'est très très important. Et ça nécessite de l'innovation dans la manière dont on va travailler sur ces sujets. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. La pop culture doit vraiment nous aider dans ce chemin. Et aujourd'hui, je pense que la question des médias et des acteurs, on va dire de la représentation et des véhicules culturels, n'est pas encore onboardée, n'est pas encore sur nos sujets, malheureusement. Et ça ne nous aide pas beaucoup. Alors, juste, je vais vous donner quelques éléments qui... au-delà de la partie collège-lycée, parce que nous, on ne travaille pas sur la partie collège-lycée, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent là-dessus. Nous, on travaille vraiment sur les femmes qui sortent de l'école ou qui sont déjà sur le marché du travail, parce que je pense que c'est un continuum. On ne peut pas travailler que sur une génération qui va arriver dans 20 ans ou dans 10 ans. On est obligé de travailler avec tout le vivier des talents, simplement parce que en 2035, 85% des métiers, en fait, seront des nouveaux métiers. Donc concrètement, on va vivre un basculement tel que pour les hommes et pour les femmes, il va falloir qu'on se reforme de manière absolument urgente. Donc l'enjeu, c'est pas que travailler sur l'éducation, c'est travailler sur toute la chaîne. Donc nous, ce qu'on a fait, il y a d'autres acteurs aussi qui travaillent sur ces sujets. Première chose, on a travaillé sur créer des parcours de formation sur des nouvelles compétences, sur lesquelles on accompagne des femmes qui sont très diplômée, mais pas diplômée sur le numérique. Donc je suis architecte, j'ai un diplôme en littérature comparée, j'ai fait un doctorat en hydrologie, et à un moment je veux être data scientist, administratrice base de données, j'ai envie de faire du big data et du marketing. Comment je fais ? Et en fait, il manque tout un tas de formations aujourd'hui, accessibles, modulaires,
sur des temps assez courts, parce que réinvestir 1 an, 2 ans de formation quand on veut rentrer sur un nouveau métier, ça peut faire peur. Pour créer les conditions, on va créer une première étage de la fusée, et après, une fois qu'on s'est immiscé dans une nouvelle carrière ou qu'on est dans on va dire les premières étapes d'un nouveau métier, du coup c'est plus facile d'aller plus loin sur se former. Donc nous on forme 300 femmes par an sur des modules de 4 mois, on les accompagne par 10 sur des métiers comme administration base de données, comme data marketing, big data et marketing, c'est un peu plus poussé, comme cybersécurité, on est en train de monter une formation en cybersécurité, voilà. Et on le fait avec que des grandes écoles qui vont travailler un petit peu sur les prérequis, sur une façon différente de penser les parcours, et on travaille avec toute une chaîne d'acteurs qui vont les mentorer, les aider à s'insérer et croire aussi dans le potentiel de la reconversion. Ça, c'est nécessaire, c'est vraiment un point sur lequel je pense collectivement il va falloir vraiment qu'on y travaille. Il y a tout un mouvement qui s'appelle les grandes écoles du numérique qui travaille justement sur ces nouvelles façons d'accompagner, de former sur les nouveaux métiers. Et en interne, dans nos entreprises, il faut qu'on pense des programmes de reconversion, investir vraiment sur les compétences des salariés, hommes et femmes, sur ces nouveaux métiers, et croire dans le fait que oui, on peut s'approprier des technologies en continu dans sa vie professionnelle. C'est pas parce qu'on n'a pas fait une école d'ingénieur que tout est perdu. Non, ce n'est pas vrai. Voilà, ça c'est une première croyance à faire bouger, je pense, et donc à outiller. Première chose. Deuxième chose, c'est du coup comment on fait pour les convaincre aussi d'aller vers ces métiers. Donc il y a tout un travail de maillage, de travailler avec des partenaires, d'aller les chercher en leur parlant des métiers, en incarnant ces métiers, en montrant tout le potentiel qu'ils ont. On est en train du coup on utilise aussi la technologie nous pour le faire. On a monté un chatbot qui va être à votre disposition d'ici 15 jours, qui s'appelle Adabot. Voilà, Ada Lovelace étant la première femme qui a inventé un programme informatique, on ne le sait pas, mais c'était une femme. Et donc Adabot va présenter l'ensemble des métiers et les parcours, inspirer, connecter avec des mentors, faire connaître les formations, notamment les formations gratuites, connecter avec des entreprises. C'est montrer en fait tout l'univers des possibles de manière la plus large possible, tout en restant bien concentré sur les métiers et les opportunités d'avenir. Voilà. Je m'arrête là. Parfait. Viviane Chen-Ribeiro, vous vouliez ajouter un petit mot pour terminer? Oui, j'aurais simplement cité une phrase d'une femme célèbre, moi, que j'aime bien et qui s'adresse aux femmes et qu'on devrait apprendre aux jeunes filles. Cette femme, c'est Benoît Groult. Et elle a écrit « Il faut enfin guérir d'être une femme, non pas d'être une femme, mais d'avoir été élevée femme dans un univers d'hommes. » Et je pense qu'aujourd'hui, les hommes comme les femmes, nous devons absolument passer cette étape-là parce que c'est absolument nécessaire et c'est utile et nécessaire à notre économie. Une citation à méditer. Merci. Amal Benichou, donc je vous laisse le mot de la fin, de la toute conclusion, donc puisque vous êtes chargé de... Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'il y a... de synthétiser nos débats. Oui, alors je vais essayer de synthétiser. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense qu'il y a un consensus sur le constat. Donc, le diagnostic, il est porté sur un nombre très faible aujourd'hui des femmes dans les métiers du numérique. Il y a aussi un déficit d'intérêt des jeunes femmes dans les filières scientifiques, donc dans les écoles. Et après, en termes d'action, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, je pense qu'il y a 2 niveaux. On parlait, donc déjà, il faut un passage à l'échelle. Au niveau vraiment intervenir en amont, donc on parlait d'éducation, ça commence, enfin de mon point de vue, ça commence même à la maison. C'est l'éducation aussi de nos enfants. Vous parliez tout à l'heure de les femmes qui ont plus besoin de modèles et les hommes d'objets. Ben, ça commence aussi par les jouets qu'on achète à nos enfants en bas âge. Donc, enfin, de mon point de vue, c'est aussi lié. Et de travailler tous ensemble pour influer sur cet écosystème. Il y a aussi les médias qui ont leur rôle et pour attirer plus de jeunes femmes dans ces filières-là. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai fait une école d'ingénieur. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que même arrivé à l'entreprise, en fait, on essaye presque de vous
remettre sur des alors pas des métiers, mais qui sont moins tech, on va dire. Bon, là aujourd'hui, on l'a vu tout au long de la journée. Demain, on sait pas encore quels sont les métiers de demain. Donc on vit dans un monde qui est de plus en plus volatile. On parle de transformation digitale, mais elle est toujours pas terminée. Et puis pour comprendre aussi les usages de demain, il est indispensable d'avoir la moitié de l'humanité pour s'approprier les nouvelles technologies, pour comprendre ces usages-là et aussi être partie prenante dans la définition des solutions, des infrastructures pour le monde de demain. Parfait. Merci à tous, c'était passionnant. Ainsi s'achève cette table. Nous allons tout de suite passer à la prochaine table ronde Digital Tech quand les talents font défaut. Le secteur est en péril, donc table ronde qui est animée par mon collègue Luka Jakubovic. Merci beaucoup.